Bonsoir à toutes et à toutes. Ça y est, ce webinaire va commencer sur le conflit au travail. Donc, bienvenue. Alors, moi, je suis Émilie, je suis proviseure adjointe dans la région toulousaine et membre du comité de pilotage de Manage Éduc. Et voilà, ce webinaire, comme tous les mercredis, va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur, de faire un petit peu un petit pas de côté, de ne pas rester englués dans nos problèmes. Et voilà, Manage Éduc nous accompagne comme à chaque fois pour arriver à progresser dans notre pratique professionnelle. Et ce soir, pour progresser, nous accueillons Charline, qui est médiatrice et qui va se présenter et nous apporter, j'espère, plein de pistes pour améliorer notre quotidien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous les internautes Bonsoir. qui nous ont rejoints. Donc, je suis Charline Basconès, médiateur. Je tiens à médiateur et non pas médiatrice. Pardon. Professionnelle depuis 8 ans et ça fait 6 ans que j'ai la chance d'intervenir dans les établissements scolaires de France et d'avoir été labellisée par le ministre de l'Éducation nationale pour mes interventions, pour tous les sujets autour de la qualité relationnelle, des conflits. Et plus précisément, en ce moment, ce qui se trame beaucoup, c'est lié au programme phare, qui est le programme de lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires. Très bien. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On vous donnera la parole, surtout dans la fin de notre webinaire. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller farfouiller sur la plateforme Manage Éduc pour explorer d'autres ressources en lien ou pas avec le webinaire de ce soir. Et puis, n'hésitez pas, si jamais, à vous abonner pour bénéficier de la totalité de notre offre. Donc, on va vraiment attaquer après cette petite intro. Charline, moi, ma première question, ma première interrogation, c'est voilà, sur les relations. Qu'est-ce qu'ils font finalement qu'elles se dégradent entre les personnes, entre les groupes, et puis quel genre de relations dégradées vous êtes amené à rencontrer au quotidien dans nos établissements scolaires quand vous venez nous aider. Alors, on va partir du postulat que dans les établissements scolaires, on apprend les maths, on apprend le français, on apprend tout un tas de matières, mais à aucun moment de notre vie, on nous apprend à être en relation. Et que la relation, elle part déjà de soi avant d'être vis-à-vis des autres. Et que si notre relation à nous, elle est déséquilibrée et que c'est un peu le bazar, ben forcément, la relation qu'on va avoir avec l'autre, elle peut être un peu tendue, elle peut être un peu compliquée. Donc déjà, on va partir de ce postulat-là qu'on ne sait pas ce qu'est une relation. Donc le premier outillage que je peux apporter dans les établissements lors de mes interventions, c'est ça. C'est à quel moment je suis en relation avec moi et à quel moment je vais être en relation avec les autres. Et c'est une priorité avant de comprendre la dynamique du conflit, puisque le conflit n'est qu'une relation qui s'est dégradée. Donc on va travailler autour de ça. Et puis finalement, on va s'apercevoir qu'en réalité, il y a 3 outils qui dégradent les relations et qui nous emmènent au conflit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces 3 mêmes outils, ces 3 mêmes ingrédients vont permettre de restaurer la qualité des relations. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle parce que quand même, toute relation dégradée fait souffrir, je pense. Et donc, savoir voilà, qu'on peut les améliorer, c'est toujours bénéfique. Du coup, quel conflit, quelle relation dégradée vous rencontrez le plus souvent? Des relations enseignants entre eux, par exemple, personnel entre eux, ou plutôt les parents avec l'institution? Quelles sont les plus courantes, on va dire? Alors, paradoxalement, les plus courantes, ce sont les enfants entre eux. Et puis souvent, l'équipe pédagogique, la communauté éducative et universitaire, puisque c'est comme ça qu'on la désigne au sein de l'éducation nationale. Donc cette communauté regroupe finalement les parents, les enseignants, le personnel aussi qui va être là sur les activités extrascolaires, le personnel de mairie, personnel de cantine, ça va être l'association des parents d'élèves. Donc vous voyez, toute cette communauté de personnes finalement a un rôle à jouer. Donc prioritairement, ça va être les enfants entre eux. Alors les adultes vont avoir tendance à dire que ce sont des petits conflits, ce sont des disputes de récréation. Ben oui, mais en attendant, les enfants,
ils le vivent et ils passent quand même 90% ou peut-être un peu moins de leur journée à l'école et que ces conflits, petits conflits, ils prennent des proportions pour eux importantes parce que c'est leur vie et c'est important de reconnaître la légitimité de ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils sont en train d'exprimer parce qu'eux, ils le vivent et ils le vivent pas à moitié, ils le vivent pleinement. Ensuite, je vais rencontrer des conflits, ça peut être au sein de l'équipe enseignante avec l'équipe de direction. Ça Donc arrive là, ça va nous fréquemment. intéresser. Parce que finalement, les établissements scolaires sont des entreprises comme les autres et elles n'échappent pas à la dégradation des relations. Et enfin, il va y avoir, oui, effectivement, les parents vis-à-vis de la direction et quelquefois les parents entre eux, puisque le conflit sort de l'école et que les parents se mêlent de ce qui s'est passé entre les élèves. Oui, le conflit entre les parents d'élèves qui sont eux-mêmes en conflit finalement. Ça déborde Exactement. sur la sphère familiale. Je vais rebondir quand même sur le conflit avec la direction, puisque normalement, c'est un webinaire Managéduc. Nous sommes, la plupart d'entre nous, je suppose, cadres et personnels de direction. Comment agir quand ça ne prend pas dans notre établissement, quand on est face à une salle des profs qui nous est, on a le sentiment moins qu'elle nous est hostile. Voilà, comment essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, parce qu'on est nommé à minima pour 3 ans. Si on souffre 3 ans, ça va être un peu... Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. La première, c'est vous-même, peut-être vous faire accompagner par une personne extérieure. Ça peut être aussi de demander à ce tiers d'intervenir au sein de l'établissement. Les interventions, elles peuvent être diverses, hein. Ça peut être une intervention en individuel, ça peut être sur du collectif, ça peut prendre la forme d'atelier, s'il n'y a pas de conflit avéré, ça peut prendre la forme de formation à la qualité relationnelle, et après, ça peut être de la résolution de conflits. En fait, le médiateur, il va placer le curseur. S'il y a un conflit, il va être un peu le pompier. Voilà, il va intervenir, il va dérouler son processus avec des entretiens individuels et une réunion de médiation. S'il n'y a pas de conflit avéré, mais que c'est plus une dynamique d'équipe, des petites tensions, c'est pas péjoratif, hein, c'est des tensions qui ne seraient pas un conflit. Il va être plus sur de la formation, de l'outillage, pour permettre à ces personnes de pratiquer leur métier dans des bonnes conditions. D'accord. Donc, rien n'est perdu. Si ça ne matche pas avec nos équipes, il est encore temps de redresser la barre, quoi. Toujours. Il n'y a rien de perdu jusqu'au décès, finalement. Ça marche. Et du coup, entre un conflit entre agents, comme c'est noté par exemple dans le chat, deux personnels qui sont en conflit, quel que soit leur statut, hein, enseignant, personnel administratif, ou un conflit entre deux élèves, est-ce que les techniques pour résoudre ces conflits vont être les mêmes, ou est-ce que vous vous adaptez finalement en fonction de l'âge des jeunes La technique va être totalement la même. La seule chose qui va différencier, c'est la rhétorique. C'est le langage que le médiateur va adapter à l'âge de l'enfant et forcément à sa compréhension. Mais la technique, c'est la même. C'est juste la diversification du langage qui va faire la différence. D'accord. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent sur Oui, le il y a chat. une question. Alors, Alain nous demande, et elle est très pertinente, je pense qu'on ne va pas attendre la fin du coup pour celle-là, Alain. Est-ce qu'on fait une différence entre les tensions dans ce qui est externe à l'établissement et ce qui est interne? Par exemple, c'est vrai que les enseignants, je vois qu'Alain parle du ministère, on ne va pas se mentir, cette pression descendante du ministère que l'on subit, supposer quand même, malheureusement, que la, la relation avec notre ministère n'est pas toujours apaisée non plus. Voilà, est-ce qu'on fait une différence En tant que médiateur, moi, dans mon intervention professionnelle, je ne vais pas faire de différence, puisque je ne m'adresse pas à une étiquette, je ne m'adresse pas à un rôle, à une fonction, je m'adresse à un humain, quel qu'il soit. Donc, je ne vais pas faire de différence notoire là-dessus. La différence, elle va pouvoir intervenir sur la façon dont la personne, elle vit les choses. Est-ce qu'elle est impliquée ou est-ce qu'elle est concernée? Et là, c'est toute la différence. Alors, je pourrais utiliser une analogie qui va peut-être vous parler. On pourrait se demander,
La différence entre être impliqué et concerné, si je vous demande, Émilie, est-ce que vous savez faire une omelette au lardon? Je devrais y arriver. Il faut 2 ingrédients pour faire une omelette au lardon. 2 ingrédients principaux, on va dire. Lesquels? Les lardons et les œufs. OK. Il faut donc 2 animaux. Lesquels? Alors, moi qui mange pas de viande, ça devient dur là. Il faut le cochon et la poule. Et vous diriez lequel est concerné et lequel est impliqué dans votre omelette? Ah oui, alors la poule, elle va être concernée et le cochon, lui, il est pauvre, il est bien impliqué. Pourquoi? Ben, parce qu'on l'a tué, finalement, pour le Exactement. manger. Exactement. Et donc, vous avez tout à fait la bonne réponse. C'est-à-dire que moi, en tant que médiateur, comme je ne m'adresse pas à une étiquette, comme je m'adresse à un humain, je ne vais pas faire de distinction. Par contre, la personne qui vit les choses, il va y avoir une réelle différence si elle est concernée ou si elle est impliquée émotionnellement dans ce qu'elle est en train de vivre. Et peut-être que dans le cadre du travail, on pourrait être concerné et investi sans pour autant y être impliqué au point d'y perdre notre vie ou en tout cas au point d'y être embarqué dans une surenchère émotionnelle. Et ça s'apprend aussi. Ouais. Mettre de la distance dans les choses. C'est très intéressant. Du coup, je voudrais rebondir. Quand vous dites que vous vous adressez à des humains, donc si le conflit, il est avec hiérarchie, le chef d'établissement, il n'a pas le même statut que l'enseignant, vous dissociez finalement ce statut et vous vous adressez aux personnes sans Exactement. C'est-à-dire que relier à cette hiérarchie. dans le conflit, le cadre légal, le cadre juridique, qui peut être donc celui du contrat de travail, de la hiérarchie dont vous faites état, ou l'aspect technique d'un CPE ou d'un chef d'établissement qui va leur donner une position hiérarchique avec des fonctions, n'a aucune incidence. Souvent, c'est ce qui va être utilisé dans le conflit, mais en réalité, ce qui crée la dynamique de la relation et donc sa dégradation, ce n'est exclusivement que la dynamique relationnelle. Et une D'accord. fois qu'on a mis du souffle là-dessus, qu'on a mis de la légèreté et qu'on a établi des principes de qualité relationnelle, le technique et le juridique, il va couler. Et les personnes vont pouvoir avoir un dialogue et tout formaliser en fait derrière là-dessus. C'est une Je autre façon cogite en même d'envisager temps. les relations en fait. Posez-vous la question de ce qui fait que vous allez postuler dans tel ou tel établissement, que vous allez acheter tel téléphone, que vous allez vous marier, que vous allez décider d'avoir un enfant. Vous allez le faire parce que vous êtes en confiance. Vous avez confiance dans cette marque, vous avez confiance dans cet établissement, vous avez confiance dans votre mari. C'est la confiance qui vient générer la relation. Vous n'allez pas démarrer une relation en étant déjà dans la méfiance ou la défiance. Tout à fait. Et donc, vous voudriez mettre du juridique sur quelque chose pour lequel vous êtes déjà en confiance. Donc, Ah vous ben, voyez bien que ce n'est pas votre contrat de travail qui a fait que votre relation s'est dégradée avec votre employeur. C'est juste un non. état émotionnel. On va prendre les questions au fur et à mesure parce que finalement, elles arrivent de façon assez fluide. On nous demande de rappeler les 3 ingrédients, enfin les 3 points qui conduisent au conflit ou qui permettent d'en sortir. Alors là, il faudra un petit peu de temps pour y travailler dessus, puisque les personnes, elles prennent quand même 1 heure à 1 heure et demie pour les donner, ces 3 ingrédients. Mais je vais essayer quand même de vous donner des petites choses pour ne pas vous laisser sur un teasing. Le premier ingrédient qui fait que on peut dégrader une relation, mais on pourrait éventuellement la restaurer, c'est quand en fait on se met à la place de l'autre. Quand on imagine les choses à la place de l'autre, qu'on va dans la tête de l'autre, c'est-à-dire qu'on lui prêterait de mauvaises intentions, c'est-à-dire on imagine que cette personne, elle cherche à nous nuire, que en fait, elle voudrait, qu'elle nous en veut, qu'elle fait exprès de faire comme ça. Voilà, on lui prête de mauvaises intentions. Ça, c'est le premier ingrédient. Par contre, si on imagine que cette personne, elle nous veut du bien, là, on est déjà en train de restaurer la confiance. C'est dur Voilà. ça comme exercice quand même. C'est très, très dur parce que de façon universelle, l'humain, il n'aime pas le vide. Et quand il y a du vide, il compose. Ah bah oui. Sauf qu'il compose des choses qui ne sont pas forcément vraies, en fait.
Donc, voilà, l'idée, c'est peut-être de prendre un peu de distance et de clarifier. Est-ce que c'est pas le moulin là-haut qui est en train de se mettre en vrille? Donc voilà, ça c'est le premier ingrédient, c'est le fait de prêter des intentions négatives à l'autre. Le deuxième, en fait, c'est quand la personne elle a des propos par lesquels je me sens jugée de façon négative. Et attention, je précise bien, c'est des propos par lesquels je me sens jugée. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle est réellement en train de me porter un jugement. Mais en tout cas, elle a des propos, elle est en train d'exprimer des choses par lesquelles je me sens jugée négativement. Je me sens rabaissée, je me sens dénigrée. Et là, on est pareil. Mais bon, ça va dans le sens inverse. Hein. C'est des propos par lesquels moi, je suis en train de dénigrer la personne. Attention, hein, c'est vaste communicant. Donc là, on a le deuxième ingrédient qui dégrade les relations. Par contre, si j'ai des propos par rapport à laquelle la personne se sent valorisée, se sent reconnue, c'est génial parce que je restaure de la confiance. Oui, donc adapter notre discours, prendre un peu sur soi pour dire des choses plus positives à la personne afin de rétablir. Plus positive, surtout authentique et sincère. C'est-à-dire que quand on dit ça, il faut vraiment l'incarner, il faut y croire. La reconnaissance, c'est pas du bullshit, c'est pas juste pour faire bien en fait. Il faut vraiment l'incarner. Le troisième ingrédient, en fait, c'est si je me sens contraint, si je me sens obligée de faire telle chose ou de ne pas le faire, alors la contrainte, c'est pas le flingue sur la tempe, hein. Là, on l'a bien imagé, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est par exemple si je me sens obligée tous les matins d'aller sur mon lieu de travail, si je me sens contrainte de faire ce projet avec telle personne, si je suis obligée de lui parler. La contrainte, ça peut être lors d'une réunion, une personne qui va prendre la parole, qui me coupe la parole, donc elle me contraint au silence, elle m'oblige à me taire. Vous voyez, la contrainte, l'obligation de faire ou de ne pas faire, elle est très complexe en fait. Hein. Et voilà le troisième ingrédient qui fait qu'il dégrade les relations. Par contre, ce qui est top, c'est que si je ne me sens pas contrainte, si c'est contributif et que je suis impliquée, je restaure de la qualité dans la relation. Donc, ce qui est génial, parce que, en fait, si vous faites le pré-l'intention, l'interprétation jugeante et le C de la contrainte, ça fait des pics. Et les pics, ça fait mal. S'ils sont négatifs, ça pique, ça fait mal. Mais si on fait du pic positif, on restaure de la confiance. Et ce qui est top encore, si vous voulez aller plus loin, c'est que ces trois ingrédients-là, vous pouvez vous les appliquer à vous-même. Est-ce que dans votre relation à vous-même, vous n'êtes pas en train d'imaginer que vous n'êtes pas capable de le faire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous juger négativement vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous obliger à faire ou à ne pas faire vous-même? Et comme les relations, elles partent de soi, ces trois ingrédients, on peut se les appliquer à soi-même avant de les appliquer aux autres. Alors, je ne sais pas pour mes camarades spectateurs, ça résonne très fort chez moi parce que effectivement, moi, je vais mentir à personne ici, hein, je suis dans une relation dégradée, voire conflictuelle avec un autre personnel de mon établissement. Et j'ai quand même un peu d'auto-analyse, hein, quand même. Je vois bien que je mouline, que je prête aussi des intentions négatives à la personne, que j'imagine. Enfin voilà, tout ce que vous avez dit, ça résonne très fort parce que je vois bien qu'il y a aussi une part de ma propre responsabilité dans la manière dont je reçois les actes et les paroles de cette personne et que si je les prenais autrement, peut-être que j'arriverais à restaurer la relation. Bon, vous prenez peut-être conscience que j'aurais besoin d'aide. À jouer. Oui, peut-être que j'aurais besoin d'aide pour qu'on dépasse. Vous pourriez peut-être aussi changer vous-même, juste vous-même, à changer la dynamique de la relation si vous-même vous faisiez les choses différemment. Sûrement, sûrement. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait énormément d'animer ce webinaire parce que sinon, de toute façon, j'aurais été spectatrice. Mais effectivement, ça résonne très fort et je me dis que j'ai sûrement des choses à faire. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas pour plein de raisons. Et Vous n'y je me arrivez dis pas. Ouvrez aussi ces outils, Émilie. Et vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose que vous ignorez. Là, tout de suite, vous étiez avant ce webinaire dans ce que je ne sais pas, que je ne sais pas. Et maintenant, vous êtes dans ce que je sais, que je ne sais pas encore faire. c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous allez devenir dans je sais que je sais faire.
Donc ça, c'est top. Mais ne Ouais. ne vous reprochez pas de ne pas Oh savoir non, faire. Vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose que vous ignorez. non, 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 je vais pas me flageller, ça ira très bien, je vais dormir ce soir. Mais effectivement, je me dis que l'apport de quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un de neutre, euh, permet d'impartial au moins, oui, d'impartial, mais permet voilà, de délocaliser le conflit, de se sentir voilà, peut-être plus Légère. facilement sur le chemin de la sortie, quoi. Donc je pense voilà, que tout est tout. Ça, je vois que dans le chat, et malheureusement, c'est dommage, il vaudrait mieux que je sois seule. Hein, donc je ne suis pas seule, sentiment partagé. Et c'est dommage qu'on soit plusieurs à vivre ce genre de choses. Mais En fait, c'est pas dommage. En fait, c'est vraiment ce que je vous ai évoqué au début. C'est vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose que vous ignorez, chacun, tous. Et en fait, à aucun moment on vous a appris à être en relation. Donc, vous ne pouvez pas être responsable de ça. Par contre, maintenant, vous savez. maintenant, on sait. Maintenant, vous savez que vous pouvez faire différemment. Et là, ça change tout. Ouais. D'où l'intérêt voilà, de suivre. Et je pense, Alain le disait un petit peu plus haut hein, dans le chat, que est-ce que la base de la confiance, ce n'est pas la compétence professionnelle? Je pense qu'on peut être aussi compétent sur notre manière de communiquer et que en termes de formation, de développement professionnel, se former ou faire intervenir dans notre établissement des médiateurs, c'est toujours bénéfique, même quand il n'y a pas encore de conflit. En fait, je suis désolée, en fait, c'est déjà un jugement. Et est-ce que je juge cette personne compétente ou pas compétente? C'est déjà un jugement, en fait. Et donc, ça veut dire que déjà, je prête l'intention à la personne de ne pas être très compétente ou d'être compétente. Et ça, en fait, c'est de la confiance. Si je prête l'intention et si je juge cette personne comme étant compétente ou pas compétente, je me place déjà dans une situation de confiance ou de méfiance. Et c'est pas Donc, vous faux. voyez bien que ça vous appartient à vous, c'est votre propre regard. On peut dire plein de choses. Par exemple, les personnes, moi je ne les connais pas, les personnes qui écrivent. Il y a peut-être des médiateurs ou des personnes que j'ai invitées sur cette... Nous, Émilie, on ne se connaissait pas. Et pour autant, a priori, vous me prêtiez de bonnes intentions. Et vous aviez Oui, un bon jugement sur moi. Pourtant, vous ne me connaissez pas. Vous voyez, c'est cette dynamique-là, en fait. C'est que déjà, vous étiez dans de bonnes dispositions sans me connaître. Donc, la relation de confiance, elle partait déjà dans une bonne qualité. Par contre, si vous vous étiez dit, non, mais alors moi, cette médiateur, je la connais pas, je sais pas d'où elle sort, éventuellement, vous allez voir sur Google, vous recherchez machin et tout, vous êtes déjà en défiance. Donc, ça part déjà de vous, en fait. Et ça, c'est hyper important. Et quand on juge une compétence, eh ben, on est déjà dans le jugement. Et si on prête l'intention à cette personne de ne pas être compétente ou de ne pas faire les choses correctement, on est déjà, nous, en train de dégrader la relation. et du coup, Alain rebondit dans le chat. C'est vrai que dans notre rôle de personnel de direction, tous les ans, on doit évaluer les compétences d'un certain nombre de personnels. Alors, comment, du coup, pouvoir juger de la compétence sans Eh ben, vous allez vous altérer aussi attacher les à des relations. faits. Vous allez vous attacher à des faits, à des choses qui sont observables, quantifiables et qui sont vues et observables par tout le monde. Et c'est la chose la plus rationnelle, en fait. Et là, vous ne mettez pas cet affect derrière. Et là, ça change tout, en réalité. Les compétences techniques, alors j'entends, enfin je lis Eric qui dit: «Vous évaluez les compétences techniques et non relationnelles». Ben oui, en fait, quand vous avez, dans les entretiens annuels, en fait, les personnes évaluent vos compétences techniques. À aucun moment on vous demande, où vous en êtes de la qualité de vos relations, au travail avec vos collègues. Et pourtant, c'est quelque Non. chose qui devrait être évalué. Parce que comment bien pratiquer vos compétences techniques si d'un point de vue de la relation, c'est le bordel et vous êtes complètement au fond du seau, quoi.
Évidemment qu'il va y avoir des conséquences. Imaginez un professeur devant sa classe d'élèves, il a son entretien annuel et puis en fait il est au fond du seau, il est en train de divorcer et puis en fait dans sa classe ça crie tout le temps, il n'arrive pas à avoir le silence et tout ça. Et le directeur, le chef d'établissement, il va dire quoi? Non mais ce professeur en fait il n'y arrive pas quoi. Sauf qu'en fait c'est pas qu'il n'arrive pas à donner son cours, c'est que dans la qualité des relations avec ses collègues, il se sent peut-être pas soutenu. Dans sa relation personnelle, c'est peut-être le bazar et ça a des conséquences. Pourtant, c'est pas ça qui va être évalué. Je sais pas si ça répond aux questions ou si je sème Si, encore plus si. le trouble là. Non, non. Après, ça rebondit beaucoup, beaucoup dans le chat. Voilà, ben, que faire quand on fait confiance et qu'on se rend compte que cette confiance a été trahie par un des collaborateurs? Comment, dans ce cas, arriver à reconstruire une relation fonctionnelle? Alors, si déjà on se sent trahi, c'est qu'on pose un jugement sur la personne. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que cette personne, elle nous aurait peut-être menti, elle nous aurait peut-être floué, elle a peut-être eu des actes qu'en tout cas on juge comme étant quelque chose de pas normal, de pas juste, pas respectueux. Donc ça, ce sont des jugements, ce sont des étiquettes. Par contre, on peut envisager les choses sous un autre angle. L'idée, c'est pas de dire qui a raison, qui a tort. Je pourrais vous faire l'exercice du 6 et du 9. Moi, je vais voir le 6 et vous, Émilie, vous allez voir le 9. Personne n'a raison et personne n'a tort puisque c'est juste une question de point de vue. Et dans les relations, on est légitime à vivre la situation comme on peut et à la voir comme on peut. Donc, dès l'instant où on dit que cette personne, en fait, elle a eu un comportement par lequel on s'est senti jugé, par lequel on sent que ça a un impact sur nous, là, ça change tout, en fait. Et cette personne qui a ce comportement, alors on pourrait prendre plein d'exemples. Une collègue, alors vous allez me dire dans le milieu de l'éducation nationale, la collègue, a priori, vous avez vos congés tous en même temps, donc c'est pas un bon exemple, mais la personne qui va, je sais pas, on prend un exemple de CPE, qui va à la cantine, qui va prendre sa pause déjeuner alors que c'est pas son créneau et que en fait elle vous passe devant. Bon, vous avez plusieurs façons de réagir. Vous dites ouais non mais là elle en a fait exprès, elle m'est passée devant alors qu'elle sait que moi après à telle heure je suis de surveillance dans la cour de récréation et que en fait je vais pas avoir le temps de déjeuner. Ou alors vous pouvez imaginer en fait que elle a pas fait les choses contre vous, mais qu'en fait elle les a fait pour elle. En fait, elle avait des bonnes intentions pour elle. Les conséquences sont malheureuses pour vous, mais à la base, elle a des bonnes intentions pour elle. Elle n'a pas cherché à vous nuire à vous personnellement. Vous n'êtes que la conséquence de sa propre difficulté, de sa propre maladresse. Et on n'est pas en train de donner raison ou tort à qui que ce soit. C'est juste une autre façon d'aborder les relations. Parce que les humains, ils ne savent pas faire. Et quand on ne sait pas faire, on est plein de maladresse. Alors pas je me prends les pieds dans la chaise, et des maladresses avec des conséquences qui peuvent être difficiles. Si on prend le cas du harcèlement, qu'il soit au travail, dans les établissements ou entre les élèves, le harcèlement, c'est des personnes finalement, alors on leur donne des étiquettes, hein, harceleurs, victimes, etc. Il y a même les témoins, voilà, ce que dit le programme phare, hein, il y a des témoins, il y a des victimes. Bon, ça c'est beaucoup d'étiquettes, hein, c'est des beaux jugements, mais la personne qui harcèle l'autre personne, ou en tout cas qui a des comportements par lesquels l'autre va se sentir harcelé, c'est juste une personne qui est en difficulté. Et elle n'a pas trouvé d'autres solutions pour rééquilibrer sa relation à elle. Et l'autre est une conséquence maladroite, malheureuse de sa difficulté. Qui peuvent aller très très loin. Je dénigre pas du tout ce qui peut se passer, hein. Il y a des élèves qui se suicident, etc. Mais un élève qui se suicide, c'est aussi un élève qui est en difficulté et qui, à un moment, n'envisage plus aucune autre solution que de celle de mettre fin à ses jours. Ça n'enlève pas le caractère gravissime de la situation, ce que je suis en train de dire. C'est juste une autre façon d'aborder que cette relation, elle s'est tellement dégradée que cet élève, il n'imagine plus d'autre solution que celle de mettre fin à ses jours. Parce que c'est devenu tellement insupportable que pour lui, il n'y a plus rien qui apparaît. Voilà. Encore une fois, ce n'est qu'une question de... Enfin, qu'une question, c'est pas péjoratif non plus, mais c'est une question de relation. Je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance en personne et je n'ai même plus confiance en moi. Je ne vois pas le bout.
Donc, je n'imagine pas d'autre solution que celle de mettre fin à mes jours pour ne plus avoir à subir ce que je vis au quotidien. Oui, il faut arriver à retrouver. Alors, dans quel ordre, justement? Retrouver en premier la confiance en soi ou la confiance en l'autre? En l'autre. En l'autre. Et ça, c'est une des choses que je fais en priorité quand un élève ou un adulte vient me voir. Je lui demande, et je vais vous dire ce que je lui dis. Je lui dis, vous pourriez peut-être me dire ce que vous pourriez attendre de moi en tant que médiateur. Et la plupart du temps, les personnes, elles n'ont pas réfléchi à ça, en fait. Non. Est-ce que c'est juste de la confidence? Est-ce que c'est juste pour déverser une espèce de grosse baudruche là qui prend trop de place? Est-ce que l'élève, il attend que j'en réfère à ses parents, à la direction, sur des actes, je pense à des actes de maltraitance, à des actes de violence physique? Voilà. Et quand on clarifie ça, du coup, je ne suis pas en train de lui prêter des intentions. Parce que moi, je pourrais me dire, ah là là, mais cet enfant, il vient me faire une confidence, mais il faut que je fasse un déclenchement, c'est pas possible. Mais après tout, je suis qui pour faire un déclenchement sur des propos qui m'ont été dits? Parce que les personnes, elles ne font que dire des choses. Je suis qui, moi, pour faire ce genre de choses? En plus des propos qui m'ont été tenus sous la confidentialité. Donc, quand on clarifie ça, la personne, déjà, elle prend un peu de distance, elle réfléchit. Et oui, pourquoi je viens lui raconter tout ça, en fait? Moi, déjà, je remercie la personne pour sa confiance parce que venir me rapporter ce genre de propos, faire appel à moi pour intervenir dans un établissement, c'est déjà une confiance. Et comme la personne, elle a aucune obligation, je la remercie de sa confiance. Et après, on va clarifier. Qu'est-ce qu'elle pourrait attendre de moi? Et comment je vais pouvoir l'accompagner? Et ça change tout. Du coup, je ne sais pas si j'ai encore plus semé le trou parce que je vois qu'il n'y a plus de questions qui arrivent. Tout le monde. Effectivement, nous n'avons plus de questions, n'hésitez pas, hein. Mais on va rebondir, il y a pas de souci, hein. Moi, j'avoue que ça me perturbe, hein, mais parce qu'on avait déjà échangé aussi, donc ça m'a perturbé la fois d'avant. Mais je, je trouve ça passionnant parce que je me dis que les situations, elles sont pas insolubles, elles sont difficiles. Je sais que je suis par exemple moi-même en souffrance. Je sais que j'ai des enseignants qui sont en souffrance dans la relation avec leur classe. J'ai un exemple en tête là, par exemple. Je sais que ce monsieur il souffre. Je ne sais pas trop comment l'aider parce que je dois aussi maintenir sa légitimité face à la classe. Il y a aussi des fois des équilibres difficiles à tenir. Mais je me dis que les situations, elles sont finalement pas insolubles. On en a l'impression sur le moment, mais en tout cas, vous m'apportez à moi au moins cette petite lueur. Là, je me dis, il y a des pistes, il y a des idées. Je pense que on peut forcément continuer le chemin avec ces personnes, même si là, on a l'impression qu'on est vraiment dans une impasse, quoi. En fait, le sentiment d'être dans une impasse, il est lié au fait que c'est vous-même qui vivez la situation et que du coup, il y a cette prise émotionnelle, en fait, par rapport et d'ailleurs, en tant que proviseur adjoint, ça, c'est intéressant aussi de voir que quand quelqu'un vous rapporte des propos et vous fait part de difficultés, la réaction que vous allez avoir par rapport à ça. Est-ce que vous restez dans cette posture distanciée professionnelle ou est-ce que vous donnez prise émotionnellement à ce que la personne est en train de vous raconter? Et dès l'instant où vous donnez de la prise émotionnelle, ben, vous perdez votre posture. Et dans les postures d'autorité, les postures de management, les postures hiérarchiques, c'est vraiment un équilibre à trouver entre, bah oui, il y a de l'humain, j'entends ce que dit l'humain. Attention, je ne suis pas en empathie non plus, hein, je ne suis pas en empathie, je ne suis pas en sympathie, mais j'accueille la personne de façon inconditionnelle dans ce qu'elle est en train de me dire. Par contre, je ne projette pas quelque chose qui m'appartient sur ce qu'elle me raconte. Et ça, c'est vraiment un équilibre qui s'apprend aussi, pour pouvoir conserver cette posture d'autorité et de manager, en fait. Donc, l'outil, mais encore une fois, il faudrait le travailler, c'est vraiment cet accueil inconditionnel et la reconnaissance. La reconnaissance de ce que la personne, elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train d'exprimer et des actions qu'elle a pu produire, en fait. Parce que l'humain, c'est un grand maladroit, il ne sait pas faire. Et ça, c'est universel.
Et une question de Benoît qu'il avait déjà posée, je pense, à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure. Pardon, Benoît. Le conflit ne prend-il pas toujours naissance dans un rapport de force déséquilibré ou forcé? Ben, en fait, il nous donne 2 ingrédients que je vous ai donnés tout à l'heure. Un rapport de force déséquilibré ou forcé, c'est quand je me sens contraint. Donc la relation, elle est déséquilibrée et pour rééquilibrer cette relation, ben, on va y mettre d'autres ingrédients, d'autres actions. On m'a fait du mal, et ben, pour rééquilibrer cette relation, moi, je vais aller porter plainte ou je vais aller déposer une main courante ou je vais tenter par une autre action de rééquilibrer cette relation déséquilibrée. Et c'est ce qui fait qu'il y a un rapport de force. Et si on dit qu'il y a un rapport de force, c'est déjà qu'on se sent contraint, qu'on sent qu'on est pieds et poings liés et qu'on n'a pas envie de le faire. Donc on a l'ingrédient déjà qui dégrade les relations. Tout à fait. N'hésitez pas sur le chat, on a pas mal de. Je pense qu'on a balayé une partie des questions. Après, c'est plus des commentaires. Mais effectivement, un des commentaires là nous dit que c'est intéressant d'avoir un regard d'un professionnel hors éducation nationale parce que je pense que tous nos établissements ont à gagner à faire intervenir des tiers comme vous pour nous aider dans n'importe, enfin, avant même ces situations de conflit, pour poser un cadre sécurisant de travail, pour construire notre programme phare. Enfin, il y a plein de possibilités pour que notre climat de travail et donc le climat scolaire de nos élèves soit le plus serein possible. Oui, en fait, on va se mettre toujours dans cette dynamique de projet. C'est-à-dire que les établissements, ils ont un projet d'établissement. Et comment ils font en sorte que les individus qui composent cet établissement, quels qu'ils soient, hein, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la communauté éducative et universitaire qui comprend les enfants, les parents d'élèves, hein, finalement tous les humains qui composent l'établissement, donc chaque individu qui compose ce collectif. Comment on fait pour que tous ces individus dans ce collectif s'y retrouvent, qu'il y ait de la qualité relationnelle et que ce soit contributif pour le projet? Mais ça s'accompagne encore une fois. C'est si moi le projet, je l'ai pas compris, je suis pas impliquée, j'adhère pas au truc, oui, je vais pas être contributif, je vais pas avoir envie d'y aller. Si le chef d'établissement, il est pas moteur, il n'arrive pas à impliquer l'ensemble des personnes, en fait, il y a la moitié qui va tomber. Et après, ça va aller un peu plus loin dans la posture de manager, c'est-à-dire comment je donne mon discours, comment je fais pour impliquer. Est-ce que je cherche à impliquer? Est-ce que je cherche quel est l'objectif? Voilà, ça va être ça dans le chef d'établissement. Quel est l'objectif? Quelle est la dynamique que je veux mettre? Et après, ça va être de la diversification de langage. Je vous donne un exemple. Il y a des personnes, on en avait un petit peu parlé, Émilie, qui reçoivent beaucoup, beaucoup d'informations visuelles, tandis que d'autres vont recevoir beaucoup, beaucoup d'informations auditives. Et enfin, le dernier tiers va recevoir des informations sensitives. Si votre chef d'établissement, il dit beaucoup de choses, il y a 2 tiers des personnes qui n'ont pas saisi. Ça ne veut pas dire qu'elles sont sourdes, hein, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont rien compris. Mais il y a 2 tiers des personnes qui ne vont pas avoir été pris par son discours. Par contre, si il dit, il montre et il implique, il a 100% d'adhésion à son discours. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être impliqué dans le projet, mais tout le monde aura pris un petit peu de ce qu'il aura pu prendre. Et ça tend de la diversification. Mais si vous ne savez pas faire, vous ne le faites pas. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que dans notre communication, si vous avez l'habitude de parler et que la situation, elle s'est dégradée, vous allez encore plus parler que ce que vous parlez déjà beaucoup habituellement. Par contre, si vous avez l'habitude de peu parler et que la situation est dégradée, vous allez encore moins parler que ce que vous faites déjà peu habituellement. Et ça, c'est nos habitudes de communication. Et quand les situations se dégradent, on fait beaucoup de ce qu'on fait déjà beaucoup, et enfin, en tout cas, on fait encore plus de ce qu'on fait déjà beaucoup, et on fait encore moins que ce qu'on fait déjà peu. Oui, parce qu'on se met dans une zone de confort finalement, ou de protection. Oui. Et aussi parce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que si vous avez une collègue qui vous envoie plein de mails et que la situation est dégradée, vous allez avoir le sentiment d'être harcelé, parce que vous allez encore plus recevoir de mails, ou en tout cas, vous allez encore plus les voir. Alors que ça se trouve, elle n'a même pas changé
la temporalité et le nombre de mails qu'elle vous envoie. Mais comme la situation est dégradée, pour vous, c'est encore plus explosif parce que vous avez l'impression de les voir encore plus. Puis vous voyez la petite notification et là, vous sentez que ça monte déjà parce que vous avez vu que c'était elle qui vous envoyait le mail. Voilà, vous faites encore plus de ce que vous faites déjà beaucoup. Une question dans le chat qui me semble intéressante. Lors de conflits au sein d'une école ou d'un établissement, une fois les entretiens menés avec les personnels, si rien ne change, voilà, quelle est l'étape d'après? Les entretiens menés par qui? Menés par, je ne sais pas. Christelle, est-ce que vous pouvez préciser? La question est d'il y a quelques minutes. On va en prendre une autre entre-temps. Une remarque de Sabine à laquelle j'ai répondu sur le chat, mais je veux bien votre avis, Charlie. La posture hiérarchique nous impose parfois de rappeler des obligations de service. Donc effectivement, notre statut de cadre nous oblige des fois à imposer. Et quand on impose quelque chose, est-ce qu'on dégrade la relation ou est-ce que comme on est le supérieur, la personne en face est prête à accepter cette chose qu'on impose sans que la relation soit affectée. Ça va dépendre de votre posture à vous. Est-ce que la qualité de la relation avec cette personne, elle est déjà dégradée? Donc forcément, vous vous mettez en posture de hiérarchique. Bah, elle va encore moins bien percevoir parce que, parce que vous allez mettre cette étiquette de supériorité. Par contre, si vous êtes dans une relation de confiance, il n'y a pas de difficulté. Et encore une fois, ça va être dans la diversification et la façon, si la personne, elle ne se sent pas jugée dans vos propos et que vous lui émettez un point technique, un point d'autorité, si elle ne se sent pas jugée, si elle ne se sent pas dénigrée, si elle n'a pas le sentiment d'être contrainte par ce que vous êtes en train de lui dire, vous n'allez pas dégrader la relation. Mais si elle est déjà un peu tendue, forcément, tout ce qui va venir de vous va être mal réceptionné. Parce qu'il y aura en plus pour elle cette étiquette de hiérarchie. D'accord. Et comment on s'en sort du coup? Alors là, c'est pareil, il y a un outil pour communiquer, mais il nécessite de le pratiquer pour pouvoir l'appréhender. Il y a une façon de communiquer tout à fait rationnelle qui permet de ne pas faire de pic et qui vous permet de communiquer. Mais je pourrais vous le donner, mais en fait, c'est comme si je jetais une petite graine et que vous n'alliez pas l'arroser puisqu'il faudrait la pratiquer. Cet outil, ça va être le fait, conséquence et ressenti. Le fait, je vous l'ai dit, il est observable, il est quantifiable, il est rationnel. Tout le monde peut. Si je vous dis, on est mercredi 10 mai, il est 18h43 et nous sommes sur un webinaire sur les conflits au travail, il n'y a rien de plus rationnel. Il n'y a rien de plus rationnel. La conséquence est forcément liée au fait. Il n'y aurait pas la conséquence si le fait n'avait pas lieu. Et le ressenti, il est personnel. Donc, dès l'instant où je parle du ressenti et que je parle de je ne suis pas chez l'autre. Je suis chez moi. Et donc, je suis légitime à parler de moi puisque je ne suis pas chez l'autre. Bon, vous voyez, encore une fois, c'est un outil que je vous donne comme ça, mais il faut l'expérimenter, il faut le pratiquer. Oui. On sent bien que, moi au moins, hein, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais je sens que je ne suis pas capable, en tout cas, d'utiliser forcément et de pratiquer à l'instant T. Hein. Il faut. Un exemple que vous observez peut-être avec vos collègues dans les établissements, si je vous dis, Émilie, vous êtes arrivée à ce webinaire en retard. Là, certainement que vous allez vous sentir jugée et que les choses, elles ne démarrent pas très bien. Par contre, si je vous dis, Émilie, ce webinaire, il démarrait à 18h, vous vous êtes connecté à 18h05, on est donc mercredi 10 mai, le webinaire devait démarrer à 18h et vous êtes arrivé à 18h05, par conséquent, vous êtes en retard et ça m'a mis en difficulté. Vous voyez la différence? Oui, complètement. Oui, on n'aborde pas du tout sous le même angle la même situation. Exactement. Et c'est là où ça change tout. Mais ça s'apprend encore une fois. Ça ne s'invente pas. Curiosité pure, les formations que vous faites au sein de l'éducation nationale, par exemple via les écoles de la formation continue, combien d'heures vous formez nos collègues? Ça dépend. C'est vraiment hyper aléatoire et c'est vraiment personnalisé en fonction des besoins de l'établissement.
Mais D'accord. on va dire que sur déjà une formation qui est de 7 heures, déjà les personnes ont quand même des outils pour appréhender différemment les relations. 7 heures, on va avoir du mal à résumer dans un webinaire d'1 heure, mais ça montre aux personnes ici présentes la complexité finalement de ce travail autour de la communication et des relations. Oui, le but du jeu, c'est pas de faire de vous des médiateurs, même si les médiateurs internes, ça existe, mais l'idée, c'est plutôt de vous donner de l'outillage relationnel pour qu'au quotidien, ce soit léger et facilitant, et que si toutefois vous ne parveniez plus à le faire, vous puissiez faire intervenir ce tiers neutre et impartial extérieur. Donc, on va revenir juste sur la situation de Christelle, qui est donc inspectrice premier degré, qui est intervenue dans une école. Elle a écouté les personnels, ils se sont bien déchargés, et pour autant, la situation n'évolue pas. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Alors là, j'ai pas suffisamment d'éléments. Ce qui a pu jouer, c'est que Christelle était la supérieure hiérarchique, donc faudrait voir. Il faudrait voir aussi comment elle a mené les entretiens. Est-ce que les personnes se sont senties reconnues, entendues? Il y a ça. Est-ce que Christelle n'a pas cherché à imposer sa solution, même si j'imagine qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu, en fait, par rapport à ses connaissances. Et je pense qu'elle a fait vraiment tout ce qu'elle a pu, mais à un moment, il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que les personnes, elles sont peut-être venues décharger une baudruche émotionnelle et qu'elles n'avaient pas réfléchi aux solutions et à ce qu'elles souhaitaient, à ce qu'elles attendaient de Christelle en tant qu'inspectrice, en fait. Ce qui peut être intéressant aussi par rapport aux propos de Christelle, c'est de mettre cette distance par rapport justement à cette posture hiérarchique. Les personnes, elles attendent quoi, en fait? Parce que quand on en arrive à demander quelque chose à l'inspecteur, c'est quand même qu'il y a des échelons plus bas où la solution n'a pas été trouvée. Oui, ils ont forcément d'abord dialogué entre eux. Peut-être que le directeur a déjà, ou la directrice a déjà fait des choses. Donc, on est sur... Donc, c'est intéressant d'observer ce qui a été fait aux échelons plus bas. Et puis, attention, la médiation et la qualité relationnelle, c'est pas un monde de bisounours, hein. Ça peut être un peu confrontant, ça peut être un peu difficile parce que vous-même, vous l'avez évoqué, Émilie, vous vous sentez un peu brassée par tout ce qui est dit, par nos échanges. On voit que sur le chat, ça remue aussi un petit peu, donc c'est pas un monde de bisounours. Mais peut-être aussi, c'est de faire prendre conscience aux personnes, ok, elles ne savent pas faire. Par contre, elles ont compris qu'elles ne savaient pas faire. Peut-être qu'elles peuvent apprendre à faire autrement. Donc en tout cas, ça, c'est de la responsabilité. Avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais que je ne savais pas faire, mais comment je fais? Et peut-être vous, Émilie, vous allez peut-être reprendre votre poste et vous allez vous dire, ouais, bon, ok, Charline, elle est gentille, elle nous a parlé des pics. Là, je ne veux pas juger mon supérieur, je ne veux pas lui prêter de mauvaises intentions, mais je fais comment? Et c'est là où il y a ce décalage qui commence à se créer. Christelle, elle dit, bon, finalement, ce qu'elle pourrait évoquer, c'est, ok, Charline, vous nous avez parlé des pics. Moi, j'ai essayé de faire ça sans peut-être savoir que c'était des pics. Et il n'y a pas de solution. Et oui, parce que vous n'êtes pas formé, en fait. Et vous avez essayé avec les outils que vous aviez en votre possession. Je vois Sabine qui parle de la communication non violente. Ouais, je ne sais pas ce que c'est la communication non violente parce que les personnes qui sont en situation dégradée, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel et en fait, pour certains, l'émotion, elle est exacerbée. Donc oui, ça peut s'apparenter à de la violence. Alors, je vois aussi qu'il y a un autre outil qui est le message clair. Oui, c'est un outil qui est beaucoup, beaucoup pratiqué dans les établissements, notamment de premier degré. Donc, on donne cet outillage aux enfants de CP à CM2 sur le message clair. Donc après, j'ai des parents qui me disent « Oh oui, il fait des messages clairs, mais je ne comprends pas. » Le message clair, en fait, c'est l'outil que je vous ai donné. Fait, conséquence, ressenti. L'enfant, il le fait comme il peut, mais c'est ça, en fait, le message clair. C'est je clarifie mon message. Ça peut être très maladroit, mais ça part déjà d'une bonne intention. Donc, c'est super. Alors, une autre question, on répondra peut-être en privé pour donner vos coordonnées, pour éventuellement avoir des devis pour vous faire intervenir voilà, dans nos établissements. Une petite remarque, je suis d'accord sur le fait que les êtres humains voient trop les actes par
rapport à eux-mêmes, il n'empêche que je ne me vois pas faire confiance à une personne qui passe son temps à faire des rapports sur tout le monde et à dresser les uns contre les autres. Oui, c'est sûr. On peut certes garder sa posture, mais si la situation est bloquée, comment faire? Et bah, Effectivement, moi, j'ai envie de dire pareil, c'est faire intervenir un tiers parce que dans les propos de cette personne, heu une personne qui passe son temps à faire des rapports sur tout le monde et à dresser les uns contre les autres, moi, j'ai envie de dire, c'est une personne qui est en difficulté et en fait, elle cherche pas à mener les uns contre les autres. Elle est elle-même en difficulté et comme elle imagine pas d'autres solutions et qu'elle ne sait pas faire autrement, bah, elle continue de faire ce qu'elle sait faire. Donc elle continue de dresser des rapports et de faire le bordel autour d'elle parce qu'elle sait pas être en relation. oui, la Donc personne est garder sa posture, oui. La situation, elle est bloquée évidemment, mais comment on peut faire? Bah, faire intervenir un tiers parce que en fait, vous êtes les uns et les autres trop impliqués au quotidien pour pouvoir prendre cette distance. ouais. Du coup, la question suivante rebondit bien. Comment faire lorsque les personnes concernées ne veulent pas de médiation? Est-ce qu'on impose parce que ben, la situation est bloquée, comme dans l'exemple de Christelle avec pas de Christelle, pardon, euh, pardon, j'ai pas le prénom, j'ai que les débuts. Donc l'exemple où la personne fait pas mal de rapports, cette personne elle est a priori dans des relations conflictuelles multiples. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on Alors il y a impose? plusieurs choses effectivement. Hem, je vais être très honnête, hein, les personnes, elles ont pas envie de venir en médiation. Moi, je suis médiateur judiciaire, quand le magistrat, il me désigne pour faire une médiation, elles ont surtout pas envie de me rencontrer. C'est quand même assez rare la personne qui dit: «Oui, je vais aller voir le médiateur. Super contente de rencontrer ce médiateur». Ben non, en fait. Ben non, parce que la plupart du temps, le conflit quand même, quand on fout le bordel, il est assez confortable, puis on n'a pas trop envie que ça change, quoi. Et bah, la bonne nouvelle, en fait, c'est que c'est pas votre boulot les uns aux autres, c'est celui du médiateur d'impliquer les gens à venir en médiation et qu'un chef d'établissement, dans sa posture d'autorité, il est tout à fait légitime à imposer une médiation. Alors les personnes, elles vont penser qu'elles doivent venir le médiateur. Mais en tout cas, c'est notre boulot à nous de les impliquer dans ce processus de médiation et on a les outils pour ça. Donc, on impose. On Alors, impose et alors on impose, on pourrait aller un petit peu plus loin, mais il faut aussi dire que la médiation, c'est un droit, en fait. Vous avez le droit de demander une médiation et vous avez le droit de venir en médiation. Donc une personne qui refuse de venir en médiation, comment vous dire? Dans un conflit, cette personne, émotionnellement, elle est tellement impactée, en fait, que rationnellement, elle ne peut pas prendre la décision. Quand vous êtes dans un conflit, c'est tellement le brouillard dans votre tête, c'est tellement vous avez les œillères et vous voyez que ce conflit et ce conflit vous prend la tête et vous le voyez tous les jours et vous le vivez au quotidien et il impacte toutes vos relations, que ça vous est difficile de prendre des décisions rationnelles. Donc oui, en fait, on impose de venir en médiation. Parce que l'autre personne qui sollicite la médiation, c'est aussi un droit pour elle d'aller en médiation. Donc comme la personne, elle peut plus, rationaliser, qu'elle ne peut plus prendre de décision, enfin ces décisions, elles sont émotionnelles, elles ne sont pas rationnelles, on va l'obliger à venir en médiation. alors des questions, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais des questions un petit peu difficiles là, finalement sur le chat. Donc avec des situations très dégradées, avec harcèlement entre adultes dans l'établissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait des écrits? Est-ce qu'on fait remonter à nos supérieurs, donc le DAZEN, le secrétaire général de l'académie, etc. Enfin voilà, comment Alors, il y a plusieurs points d'étape. Si on est dans du cas de harcèlement, vous savez qu'il y a un processus, hein, donc vous devez remplir une fiche, et cetera. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais bon, si c'est avec le chef d'établissement, qu'est-ce qu'il en la fait?» question est posée? Bon, bah, vous pouvez en référer à l'inspection et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que si l'inspection ne répond pas à votre demande de médiation, à votre demande d'entretien, il faut quand même savoir qu'il y a des médiateurs, bah, comme moi qui sont dans les inspections, qui sont dans les rectorats et cetera, qui sont labellisés par l'éducation nationale. Vous êtes libre, vous-même, de faire appel à un médiateur extérieur, qui soit labellisé ou pas,
pour intervenir. Alors, je vois les syndicats. Oui, vous avez aussi ce recours aux syndicats. Attention toutefois à ne pas mettre encore plus d'adversité dans une situation qui est déjà dégradée. Et en fait, là, pour le coup, la solution, c'est vous-même. Si on n'a pas répondu à votre demande, en tout cas, si vous estimez que c'est pas concevable, que c'est désagréable ce que vous vivez, vous n'avez pas été entendu, vous êtes libre vous-même de faire appel à un médiateur. Et c'est lui qui se chargera d'impliquer et de mettre en place la médiation avec la personne. Que ce soit un chef d'établissement, que ce soit un de vos collègues ou quoi que ce soit. Il y a toujours une solution externe au système de l'éducation nationale, si vous sentez que vous n'avez pas été reconnu. Donc, vous nous conseillez quand même clairement de faire remonter, de mettre par écrit les choses et de les signaler et de faire appel à l'aide qu'on est en droit de recevoir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un écrit, hein, moi, je ne donne pas ce conseil. Je sais qu'il y a des processus, en tout cas dans le système de l'éducation nationale. Donc, vous pouvez faire cet écrit, mais vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez décider de ne pas faire d'écrit et de faire appel à un médiateur. Maintenant, je sais que pour que l'inspection académique soit informée, oui, vous allez devoir faire un écrit. Mais c'est à vous de vous demander si vous voulez que l'inspection académique soit informée de votre situation ou pas. Vous pouvez Oui, aussi être en conflit avec le chef d'établissement, faire intervenir un médiateur externe et que ça reste entre vous et le chef d'établissement sans que l'inspection soit informée de ce qui s'est passé. Là, c'est à vous de vous poser cette question, ou en tout cas d'en parler avec le médiateur même, ne serait-ce que par téléphone, de clarifier votre pensée, de clarifier votre objectif, votre attente en fait par rapport à tout ça. oui, oui, oui. Se faire accompagner là aussi de façon plus, plus neutre, quoi. Avant d'éventuellement se décider sur j'écris ou j'écris pas, je fais remonter pas. Oui. Ouais. Effectivement, les écrits protègent toujours, même si on ne les diffuse pas. Oui, il faut se poser la question de ce qu'on envisage de mettre ou pas par écrit et auprès de quelle personne, selon Oui. quelle situation est dégradée. Il n'y a que vous qui pouvez être juge, mais en tout cas, sachez que quand vous vivez une situation de conflit, vous êtes impliqué émotionnellement vous-même et que c'est difficile de réfléchir de façon distanciée à la situation que vous êtes en train de vivre. Bon, c'est pas très positif comme conclusion. Peut-être qu'on peut amener sur les 2 minutes qui nous restent un petit peu de légèreté. Moi, ce que je retiens, en tout cas, et ce qui m'a fait du bien dans la préparation de cet atelier et enfin, de ce webinaire et dans nos échanges, c'est que toutes les relations peuvent être améliorées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir le meilleur ami de tout le monde, mais Non, que, c'est pas et c'est pas le but, et puis je pense que c'est pas l'envie non plus, mais qu'en tout cas, on peut améliorer nos relations avec les autres, on peut sortir du conflit même quand on n'en a pas l'impression et que la situation est très dure. Donc moi, personnellement, ça m'a fait du bien, en tout cas, de me dire que même si là, je me sens un peu dans une impasse, il y a des pistes, il y a d'autres portes que je n'ai pas vues encore, mais il y a des portes et on peut sortir de cette situation. Et donc ça, je trouve que c'est positif, en tout cas. Ouais, c'est une jolie image. Il faut mettre de la légèreté dans tout ça, en fait. Et le souci, c'est que quand vous vivez les situations, c'est difficile de mettre de la légèreté parce que vous le vivez, mais que vous pouvez décider de faire autrement. Et vous pouvez c'est pas une fatalité, en fait, cette situation. Ouais. Ça reste positif, dur à vivre sur le moment. Je vois, vu les commentaires dans le chat, là, ouais, je trouve que c'est dur parce que beaucoup de monde a l'air de souffrir ou d'avoir des personnes autour d'elles qui souffrent. Mais effectivement, on peut s'en sortir
avec de l'aide. Ça, quand même, je pense qu'il faut être clair. Tout seul, ça va être compliqué. Avec de l'aide, à voir jusqu'où on va. Des écrits, pas des écrits, un médiateur, pas de médiateur. Mais en tout cas, les situations ne sont pas inextricables. Et ça, c'est encourageant. Tout à fait. Merci, Émilie, Voilà. pour cette conclusion. Écoutez, avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Je pense qu'on pourrait tenir 2-3 heures de plus. En fait, Charline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regrouper tous dans un établissement scolaire de préférence un peu sympa. Et puis, vous allez nous faire une belle journée de formation à nous tous. Dernière question, quand même, on l'apprend, même si c'est l'heure. Existe-t-il des formations à la médiation et vers qui se tourner, quels organismes? Oui, hein, Charline, vous formez aussi. Alors, il existe tout à fait. Tout à fait. Il existe, oui, une école qui est située à Bordeaux, mais également à Paris et à Lyon. Et effectivement, je répondrai. Enfin voilà, je suis à la disposition des personnes, en tout cas par téléphone ou par mail, pour répondre de façon plus personnalisée à leurs demandes. Effectivement, on en avait parlé avec Charline, dans le cadre des formations des personnels stagiaires, des choses sont mises en place dans certaines académies pour former les personnels à ces médiations. Oui, et ça va venir sur le national, mais bon, il faut un petit peu de temps. En tout cas, sachez que vous êtes aussi responsable de la dynamique que vous mettez dans vos relations et que vous pouvez être le changement que vous aimeriez voir dans ces établissements. Donc, ça vous appartient aussi, en fait, de prendre contact avec des gens et d'insuffler quelque chose de nouveau. Tout à fait. Merci à toutes et à tous. Donc, guettez dans le programme de vos EAFC les formations qui seront proposées en académie sur la médiation pour vous inscrire. N'hésitez pas à vous abonner à Manageduc pour bénéficier de nos ressources. Et je pense, on va en parler en comité de pilotage, mais je pense qu'une petite thématique médiation semble se dessiner pour un article de fond ou pour voilà, un petit travail plus conséquent, une petite suite. Merci à vous. Merci Charline, c'était passionnant et on garde le contact. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup, merci à tous.